la belle-fille de mon frère a dit que je l'avais mise enceinte et ma famille l'a cru instantanément, parce que qui a besoin de preuves quand les ragots semblent vrais? J'étais ni le favori ni le paria, simplement quelqu'un qui remplissait son rôle sans faire d'histoire. Mais cette neutralité, cette passivité calculée, a fini par être ma perte lorsque la fille de la femme de mon frère, une jeune femme que je tolérais à peine par politesse, a décidé de m'entraîner dans une des plus cruelles tromperies dont j'ai été témoin direct. Et le pire n'était pas la rumeur elle-même, le pire était la façon dont toute ma famille, surtout ceux qui parlaient sans cesse de confiance et de loyauté, non seulement l'ont cru sans remettre en question mais m'ont aussi jeté dans un isolement brutal, comme si j'étais coupable, sans droit à me défendre. Mon frère, Carlos, a 6 ans de plus que moi. Il a toujours été un de ces hommes qui semblent tout avoir sous contrôle, il s'est marié jeune, a divorcé sans scandale, et plus tard, alors qu'aucun de nous ne pensait qu'il refondrait une famille, il est arrivé avec Mariana, une femme apparemment calme, un peu plus réservée que son ex-femme, mais sympathique. Ce que personne ne disait à voix haute, mais que nous avons tous remarqué dès le premier jour, c'est que Mariana arrivait avec un bagage émotionnel très évident, sa fille, Luisa, une jeune femme hautaine au ton constamment défensif qui semblait avoir un problème avec tout ce qui ne tournait pas exclusivement autour d'elle. Lorsque Carlos a annoncé qu'ils allaient se marier et que toutes les deux emménageraient chez lui, au fond de moi, je savais que cela amènerait des conflits. Ce que je n'ai jamais imaginé, c'est que je finirais par être la victime d'un des complots les plus méprisables qu'une personne puisse orchestrer contre quelqu'un de sa propre famille politique. Avec Luisa, j'ai eu des débuts inconfortables dès le commencement. Lorsque je l'ai rencontrée, elle avait à peine 20 ans. Je me souviens que durant ce premier dîner chez ma mère, où tout le monde essayait d'être gentil avec le nouveau membre du clan, Luisa n'a même pas pris la peine de cacher son dédain, elle posait des questions sarcastiques, faisait des remarques acerbes lorsque quelqu'un tentait de l'inclure dans la conversation, et surtout, elle avait une façon très directe de pointer ce qui ne lui plaisait pas, ce qui, selon ses propres dires, était presque tout. Cela ne me dérangeait pas, j'ai eu affaire à des personnalités difficiles, mais j'ai remarqué, à partir de ce jour-là, une hostilité particulière envers moi. Je supposais que c'était parce que j'étais le seul à ne pas feindre l'enthousiasme face à sa présence. Je ne posais pas de questions invasives, je ne souriais pas excessivement, et c'est peut-être pour cela qu'elle me gardait une certaine rancune. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais je l'ai senti dès le premier instant, cette fille me détestait sans que je ne lui ai rien fait absolument. Le plus gros problème est survenu l'année suivante lorsque Carlos m'a demandé un service. Il s'avérait que Luisa voulait travailler à temps partiel tout en suivant ses études universitaires, et il pensait que moi, en tant que propriétaire d'une petite entreprise de réparation et de vente d'ordinateurs, je pourrais lui donner une opportunité. Au début, j'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. Je me disais que peut-être cette responsabilité l'aiderait à mûrir un peu, ou du moins lui donnerait une perspective plus réaliste sur ce qu'était gagner sa vie. Grosse erreur. Dès le premier jour, Luisa a affiché une attitude absolument insupportable, elle arrivait en retard, répondait aux clients avec rudesse, et une fois, je l'ai même surprise en train de consulter des conversations privées sur un des ordinateurs que nous n'avions pas encore formatés. Lorsque je l'ai confrontée, loin de manifester de la honte, elle m'a répondu que cela faisait partie de sa curiosité naturelle. La situation est devenue intenable en moins d'un mois, j'ai donc pris la décision de la licencier, non sans avoir au préalable expliqué à Carlos, preuve à l'appui, les raisons de ma décision. Il s'est montré compréhensif, mais sa femme m'a envoyé un message vocal le soir même, indigné, me disant que j'avais détruit la confiance de Luisa envers les hommes adultes et que tous les jeunes adultes ne s'inscrivent pas dans la logique du travail adulte. À partir de là, Mariana a commencé à me voir différemment. Je n'étais plus le beau-frère sympathique, maintenant j'étais celui qui était insensible. Durant l'année qui a suivi, notre relation a été tendue. Nous ne nous parlions pas beaucoup, mais chaque réunion de famille était palpablement inconfortable. Luisa m'ignorait délibérément, et quand elle ne le faisait pas, elle faisait des commentaires passifs-agressifs que personne ne semblait remarquer, ou du moins qu'il préférait ignorer. Puis elle a eu 20 ans, et les choses sont devenues plus étranges. Elle a commencé à s'habiller et à agir de manière délibérément provocatrice lorsque j'étais présent. Je ne dis pas cela pour la sexualiser, loin de là. Je dis qu'il y avait un jeu macabre derrière chacun de ses gestes, comme si elle cherchait quelque chose, une réaction, une excuse pour me faire exploser. Mais je n'ai jamais mordu à l'hameçon. Je répondais par la distance, sans lui manquer de respect, mais en lui faisant comprendre que je n'étais pas intéressé à avoir une quelconque relation avec elle. Et puis, il y a environ 3 mois, l'impensable est arrivé. Un soir, alors que j'étais chez moi en train de terminer des rapports,
j'ai reçu un message de Carlos qui disait « Nous devons parler. C'est urgent. » Je l'ai appelé immédiatement. Il a répondu d'une voix tendue, sans même me saluer. Il m'a dit, mot pour mot, « Luisa est enceinte. Elle dit que tu es le père. » Je ne comprends rien, mais si c'est vrai, j'ai besoin que tu l'admettes maintenant. Je me suis figé. Je pensais que c'était une mauvaise blague. Il m'a fallu plusieurs secondes pour seulement articuler une phrase. J'ai répondu que c'était une folie absolue, que je n'avais jamais eu aucune sorte de relation avec elle, et que je ne lui avais même pas adressé la parole depuis des mois. Carlos ne m'a pas cru. Il a dit que Luisa avait donné des détails, des dates, que tout concordait, qu'il ne la voyait pas inventer quelque chose comme ça. En quelques jours, mon nom a été traîné dans la boue au sein de ma propre famille. Mariana a pleuré au téléphone, disant qu'elle avait eu confiance en moi. Ma mère m'a demandé, en larmes, s'il y avait une part de vérité dans ce qui se disait. Mes tantes m'ont exclu d'un repas de famille qui était déjà prévu. Je suis passé du fils digne de confiance au monstre dont tout le monde voulait se tenir éloigné. Personne ne m'a demandé de preuves, personne n'a remis en question Luisa, ils ont simplement pris sa parole pour argent comptant. Et ainsi, pendant qu'elle continuait de se promener avec ce sourire cynique, sachant qu'elle m'avait acculé, je suis devenu un paria. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car même si tout le monde m'a tourné le dos, j'ai décidé de ne pas baisser la tête. Je savais que la seule façon de respirer à nouveau était de détruire ce mensonge depuis ses fondations. Et si, en chemin, je devais entraîner les complices du silence, je le ferais sans remords. Ce sera l'histoire de comment un mensonge m'a transformé en méchant de ma propre famille, jusqu'à ce que la vérité brutale et indéniable démasque tout le monde. Et alors moi, le paria, je suis devenu l'exécuteur d'une vengeance qui n'était pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui ont déjà été accusés sans preuve. Mise à jour numéro 1, 2 semaines se sont écoulées depuis que Luisa a lâché sa bombe, et bien que le temps, en théorie, aurait dû apporter un peu de clarté, ou du moins un espace pour que quelqu'un, n'importe qui, puisse remettre en question son récit, la vérité est que chaque jour qui passe je me sens davantage enfoncé dans un marécage de silence complice, de regards évasifs, de conversations tronquées où tout le monde semble savoir quelque chose que j'ignore, et en même temps, personne n'ose me regarder dans les yeux. L'accusation non seulement s'est répandue comme une infection dans les confins de la famille immédiate mais a aussi commencé à se propager à ces cercles périphériques qui, bien qu'ils ne partagent pas la table du dîner dominical, font partie du tissu qui compose l'image sociale de quelqu'un. Je fais référence aux voisins, aux collègues de travail de ma mère, aux amis lointains qui, comme cela arrive dans les petites villes ou villages, finissent par tout savoir sans avoir besoin qu'on leur dise un mot. Soudain, moi qui étais toujours perçu comme le plus calme, le plus correct, celui qui préférait se tenir à l'écart des drames familiaux, je suis devenu une sorte de présence gênante, presque toxique, dont personne ne voulait s'approcher. Carlos, mon propre frère, a coupé toute communication avec moi. Après ce premier appel, il n'a pas répondu à mes messages, pas même pour confirmer qu'il était au courant que j'exigeais un test ADN. Son silence n'est pas passif, il a un poids spécifique. C'est le genre de silence qui ne laisse aucune place au doute, qui condamne par omission, qui agit comme une sentence sans procès. Mariana, sa femme, a bloqué mon numéro et, selon ma mère en pleurs, lui a dit que je ne devais pas m'approcher de leur maison, même sous prétexte de réconciliation. Ma mère, quant à elle, se retrouve prise dans un dilemme dévastateur. Je l'ai vue déchirer entre une indignation silencieuse et une envie désespérée de maintenir unie une famille qui montrait déjà des fissures depuis longtemps, mais qui est maintenant en ruine. Elle m'a appelé il y a quelques jours, tremblante, avec cette voix qu'elle n'utilise que lorsqu'elle est émotionnellement dépassée, et elle m'a demandé, comme si cela lui faisait mal de seulement formuler la question, s'il était possible que j'aie fait quelque chose à Luisa. À ce moment-là, je ne savais pas quoi lui répondre. Non pas parce que je doutais de mon innocence, mais parce que je me suis rendu compte que même ma mère, qui me connaît depuis avant que j'aie conscience d'exister, avait été infiltrée par l'ombre du soupçon. Pendant ce temps, Luisa continue de jouer son rôle avec une froideur qui frise la psychopathie. Non seulement elle maintient sa version, mais maintenant elle l'embellit avec des détails soigneusement élaborés, comme si elle écrivait un roman qu'elle a répété jusqu'à perfectionner le ton exact d'une victime vulnérable et courageuse. Elle dit que la relation inappropriée a commencé il y a des mois, que je me suis présenté comme quelqu'un de compréhensif alors qu'elle traversait un moment de confusion émotionnelle, que je l'aurais manipulée avec des mots doux, des promesses de protection, et du silence. Elle a même raconté que j'ai essayé de lui faire avorter, et que lorsqu'elle a refusé, je l'ai menacé de la détruire socialement.
Tout cela elle l'a raconté à voix basse, avec des larmes aux yeux, devant Carlos, devant Mariana, devant une tante éloignée qui m'a appelé cette semaine pour me dire que, même si cela me fait mal de penser du mal de toi, je ne peux pas m'empêcher d'être horrifié par ce qu'ils ont dit sur toi. Jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve médicale concrète. Luisa prétend être enceinte, mais elle n'a encore montré aucun document. Elle allègue qu'elle attend d'être suffisamment avancée dans sa grossesse pour faire une échographie, et que sa mère lui a demandé d'être prudente puisqu'il s'agit d'une grossesse à risque. La vérité est qu'elle a refusé, à 3 reprises, de se soumettre à un test ADN, arguant que le faire maintenant serait risqué pour le fœtus, qu'elle a besoin de stabilité émotionnelle, et qu'elle ne veut pas être exposée à un environnement hostile, justement maintenant qu'elle trouve un peu de paix. Je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce mensonge n'est pas seulement une attaque dirigée contre moi, mais aussi une stratégie minutieusement élaborée pour obtenir quelque chose de plus, de l'attention, une manipulation sur sa mère, un quelconque avantage financier, ou simplement le plaisir sadique de me détruire, car il n'y a pas d'autre manière de décrire ce qu'elle est en train de faire. Ce n'est pas une bêtise d'adolescente, ce n'est pas une erreur de jugement, c'est une destruction préméditée de la réputation d'une personne. Et si quelqu'un ne l'arrête pas bientôt, je crains que le mensonge ne se transforme en un récit tellement solide que même la vérité ne pourra pas inverser les dommages. Ma mère m'a supplié, au milieu d'une crise d'angoisse, de parler directement à Mariana, d'essayer de faire appel à son côté rationnel, à la mère qui se soucie non seulement de sa fille, mais de la justice. Je l'ai fait. Je lui ai écrit une longue lettre respectueuse, expliquant en détail tout ce qui s'était passé dans mon entreprise lorsque Luisa y travaillait, mentionnant même les comportements qui m'ont obligé à la licencier, et lui rappelant comment sa fille a manifesté, pendant des années, une profonde animosité envers moi sans aucun fondement logique. Je lui ai demandé, s'il vous plaît, de faire en sorte que le test ADN puisse être réalisé, que s'il voulait vraiment connaître la vérité, il existait des outils scientifiques, légaux, pour y parvenir. Je n'ai jamais reçu de réponse. La seule réponse a été un court courriel de Carlos me disant d'arrêter de harceler sa femme avec des excuses lâches, et que, lorsque l'enfant naîtra, le monde saura qui est vraiment son père. Face à cette situation, j'ai commencé à agir de mon côté. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les affaires de diffamation. Je lui ai tout raconté. Il a écouté en silence pendant presque 1 heure, et lorsque j'ai terminé, il m'a dit quelque chose qui résonne encore dans ma tête, cela ne va pas s'arrêter tout seul. Si tu laisses cette version prévaloir sans la combattre, peu importe à quel point tu es innocent, tout le monde se souviendra de ce qu'elle a dit, pas de ce que tu as tué. Alors, malgré la tristesse, la rage contenue, et la peur de faire escalader un conflit familial au niveau juridique, je suis déterminé à me défendre, car si je ne le fais pas, personne ne le fera. Peut-être que tout cela aurait été plus facile à supporter si j'avais au moins une personne ferme à mes côtés. Mais non. Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le mensonge, mais l'abandon, le sentiment d'être coupable par défaut, la façon dont tout le monde a choisi de protéger le confort du mensonge plutôt que de faire face au malaise de le remettre en question. Mais si je suis sûr d'une chose, c'est que ce jeu ne va pas se terminer comme elle le prévoit. Je vais forcer chacun d'eux à me regarder dans les yeux lorsque la vérité les frappera de toute la force qu'elle-même leur a déniée. Et lorsque cela arrivera, ma main ne tremblera pas en recueillant, un par un, chaque acte de trahison déguisé en neutralité. Mise à jour numéro 2, un peu plus d'1 mois s'est écoulé depuis que tout cela a commencé, et bien que le temps ait continué d'avancer à son rythme indifférent, la situation est devenue plus dense, plus emmêlée, plus corrosive. Chaque jour je me réveille avec le sentiment d'être jugé par un tribunal invisible, un tribunal qui n'a pas besoin de preuves ni d'arguments, mais seulement d'une rumeur bien structurée pour sceller une condamnation sans appel. Et ce qui me consume le plus c'est que le jugement n'est pas seulement social ou familial, mais émotionnel, interne, silencieusement dévastateur. J'en suis arrivé au point de me demander si je connaissais vraiment ma famille, ou si je me suis simplement, pendant toutes ces années, accroché à l'illusion que les liens du sang étaient synonymes de confiance, alors qu'en réalité ce qui existait était une coexistence basée sur l'habitude, non sur la loyauté. Depuis que Luisa a rendu publique son accusation, son histoire a gagné une structure qui ne peut se construire qu'avec une planification préméditée. Elle a commencé à ajouter des détails qui n'existaient pas auparavant. Elle a dit, par exemple, qu'elle avait l'habitude de me rendre visite à l'atelier après les heures d'ouverture, que nous restions seuls jusqu'à tard, que parfois je lui achetais à manger comme excuse pour me rapprocher. Elle a aussi dit que je lui ai offert de l'argent en échange de son silence, que je l'ai obligée à supprimer les messages où je la menaçais soi-disant de tout raconter. Elle l'a dit avec un aplomb et une conviction qui ferait douter même les plus sceptiques.
Je ne sais pas si elle croit à son propre mensonge, ou si elle profite simplement du spectacle qu'elle a créé, mais la vérité est qu'elle ne ressemble plus à une jeune adulte confuse, mais à une actrice consciente de chaque mot, de chaque geste, de chaque espace de manipulation que lui offre le drame qu'elle a créé. Pendant ce temps, les effets sur ma vie quotidienne ont été dévastateurs. J'ai perdu 3 contrats importants avec des clients qui, sans le dire ouvertement, ont décidé de se passer de mes services juste après que l'histoire ait commencé à circuler plus largement. Un d'entre eux, avec qui j'avais une relation d'affaires depuis 5 ans, m'a écrit un courriel formel disant « Étant donné les circonstances récentes, nous préférons ne pas nous impliquer dans des situations qui pourraient compromettre l'intégrité de notre entreprise. » Il ne mentionnait pas directement le sujet, mais ce n'était pas nécessaire. Ce n'était plus seulement un problème familial, maintenant c'était une ombre qui s'étendait à tous les recoins de ma vie professionnelle. Au restaurant où j'ai l'habitude de prendre mon petit déjeuner le samedi, le propriétaire, avec qui je parlais habituellement de football et de politique, m'a traité avec une froideur glaciale. Il a posé le café sur la table sans me regarder, puis est retourné en cuisine sans dire un mot. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris l'irréversibilité de la situation. L'accusation, bien que dépourvue de preuves, s'est ancrée dans la perception publique. Et le plus douloureux c'est que je n'ai pas besoin de coupable pour le savoir, les regards qui ne sont plus les mêmes, les portes qui se sont fermées sans bruit, et les conversations qui se sont terminées par des pauses éternelles là où il y avait autrefois de la complicité suffisent. J'ai essayé de parler à nouveau à Carlos, avec le peu de fierté qu'il me restait. Je voulais qu'il entende au moins ma proposition formelle, effectuer un test ADN dès que cela serait médicalement possible. Je lui ai écrit un long message, sans rancéure, presque en le suppliant, lui demandant que, pour le bien de tous, mais surtout pour le sien et celui de sa femme, nous cherchions une réponse scientifique qui nous sortirait de ce cauchemar. Sa réponse a été dévastatrice. Non pas parce qu'il a dit quelque chose de blessant, mais parce qu'il n'a même pas répondu. Il m'a laissé en vue. Ce silence pesait plus sur moi que n'importe quelle insulte, plus que n'importe quelle accusation directe. C'est le genre de vide qui crie plus fort que 1000 mots. De son côté, Mariana a commencé à alimenter sur les réseaux sociaux un discours passif-agressif qui est clairement dirigé contre moi, bien qu'elle ne me mentionne jamais. Elle publie des phrases comme « Lorsque les monstres ont le visage d'un ange, la justice arrive sous la forme d'un enfant » ou « Il y a des vérités qui blessent, mais se taire blesse davantage ». Des personnes de leur entourage répondent par des mots de soutien, ignorant qu'elles participent à un lynchage couvert. L'ironie de tout cela, c'est que pendant que je me consume à essayer de blanchir mon nom, elle et sa fille ont construit un récit héroïque dans lequel Luisa n'est pas seulement une victime, mais une martyre. Et cela me révolte, non seulement à cause de l'injustice, mais parce que personne ne semble disposé à exiger des preuves. Tout le monde répète l'histoire comme s'il s'agissait d'une vérité révélée, comme si j'avais automatiquement perdu tout droit au doute, à la défense, à la présomption d'innocence. La seule lumière dans ce tunnel, faible mais constante, a été le travail de mon avocat. Après avoir rassemblé tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, et en se basant sur le refus constant de Luisa de se soumettre à un test ADN, nous avons entamé une procédure pour demander qu'elle y soit judiciairement contrainte une fois que la gestation sera suffisamment avancée pour que cela ne représente pas de risque. Cela n'a pas été facile, il y a des protocoles, des délais légaux, des autorisations qui dépendent d'instances qui ne sont pas pressées par l'urgence émotionnelle de quelqu'un qui est en train d'être détruit par un mensonge. Mais au moins il y a une voie, un chemin étroit, semé d'obstacles, mais qui mène à la vérité. Et cela me donne de la force. En attendant, j'ai commencé à écrire un journal avec tous les événements, dates, noms, comportements et phrases exactes que j'ai entendus de la bouche de ceux qui m'accusent maintenant. Je ne sais pas si ce document verra un jour le jour, mais cela me tranquillise de savoir que je laisse une trace, car au-delà du dénouement juridique, au-delà de ce qui est dit ou prouvé, j'ai besoin de reconstruire, ne serait-ce que pour moi-même, un récit qui me redonne un peu de cohérence, car tout cela a été un tremblement de terre qui n'a pas seulement détruit mon image devant les autres, mais a aussi brisé mes certitudes intérieures. Je ne me fais pas d'illusions, je sais que la vérité seule ne suffit pas. Je sais que même si demain un test ADN confirme que je ne suis pas le père de ce supposé enfant, il y aura ceux qui continueront de croire que, il a dû se passer quelque chose, que, il n'y a pas de fumée sans feu. Et peut-être que je ne récupérerai jamais ce que j'ai perdu. Mais si quelque chose me maintient debout, c'est la conviction que Luisa ne s'en sortira pas comme ça. Elle a peut-être gagné la première partie du jeu, mais j'ai la patience, les ressources et la détermination pour l'affronter sur son propre terrain. Car ce qu'elle a fait n'est pas une erreur, ce n'est pas un coup de tête d'adolescente, c'est une calomnie destructrice,
et je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'elle ruine ma vie pour nourrir son délire. Je vais rendre chaque coup, mais les miens seront chirurgicaux, précis, légaux, et définitifs. Mise à jour numéro 3, 3 mois se sont écoulés depuis cette première accusation qui m'a sorti de toute notion de normalité et m'a plongé dans un état de suspicion perpétuelle, d'angoisse constante, de rage accumulée que j'ai dû apprendre à contenir pour ne pas me laisser entraîner par le désespoir. Pendant ce temps, ma vie s'est transformée en une sorte de limbe émotionnelle où chaque jour était une répétition du même cauchemar, se réveiller en sachant que je n'avais rien fait, mais vivre comme si j'étais coupable de quelque chose de monstrueux. Mes routines sont devenues automatiques, presque mécaniques, et la solitude creusait un trou tellement profond qu'il y a eu des moments où je doutais sérieusement si j'allais m'en sortir entier. Cependant, aujourd'hui je peux dire que l'obscurité a commencé à reculer, que la lumière de la vérité, bien que tardive, a enfin filtré à travers tant de mensonges. Car oui, nous avons finalement obtenu ce que j'exigeais depuis le début, les tests, et avec eux, la vérité que Luisa et sa mère craignaient tant. Le processus pour en arriver là a été long et fastidieux. Mon avocat a dû insister auprès du juge pour qu'un test de paternité prénatale soit autorisé et qui ne présente aucun risque pour le fœtus. La défense de Mariana a tenté de tout retarder avec des arguments absurdes, disant que Luisa était émotionnellement instable, que la soumettre à un test dans cet état pouvait entraîner des conséquences irréversibles, qu'il ne voulait pas exposer la victime à davantage de pression. Mais finalement, grâce à la pression médiatique qui a commencé à se générer lorsque quelques amis proches ont divulgué l'affaire sur les réseaux sociaux, le juge a accédé à la demande. La procédure a été réalisée dans une clinique privée, sous contrôle judiciaire, avec toutes les garanties pour les deux parties. J'étais présent en tant que témoin, non pas en tant que participant direct, et je n'oublierai jamais le visage de Luisa lorsqu'elle est entrée dans le cabinet. Il n'y avait aucune trace de peur ni de honte, seulement un geste d'agacement contenu, comme si tout cela n'était qu'une perte de temps pour elle, un désagrément mineur qu'elle devait surmonter avant de retourner à sa théâtralité habituelle. Les résultats ont pris quelques semaines. Ce furent les jours les plus longs de ma vie. Je dormais peu, je mangeais presque par obligation, et je vivais avec mon téléphone à la main en attendant un appel ou un courriel qui confirmerait ce que je savais déjà, mais que j'avais besoin de voir reflété dans un document à en-tête, signé, scellé, incontestable. Et lorsqu'il est enfin arrivé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas ri. Je me suis juste assis à mon bureau avec l'enveloppe ouverte sur la table et je l'ai lu encore et encore, jusqu'à mémoriser les mots qui ont complètement changé le cours de cette histoire, probabilité de paternité, 0%. Ce chiffre, ce 0, ce symbole rond, parfait, absolu, était mon souffle, ma rédemption, la confirmation que je n'avais pas perdu la tête, que tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce moment-là n'avait pas été une hallucination ni une exagération paranoïaque, mais une machinerie de manipulation orchestrée par un esprit calculateur qui a sous-estimé ma résistance. Le jour même où nous avons reçu les résultats, mon avocat s'est assuré de les envoyer à Carlos et Mariana, avec une copie jointe aux autres personnes impliquées dans le processus. Il n'y a pas eu de réponse immédiate. Pendant 3 jours entiers, un silence de tombeau a régné, comme si tous ceux qui avaient été si prompts à me condamner avaient maintenant besoin de se cacher pour ne pas affronter l'humiliation d'avoir eu tort. Finalement, le 4e jour, j'ai reçu un message texte de mon frère. Ce n'était pas un appel, ni une visite, ni un courriel, juste un message qui disait « J'ai besoin de temps. Je te parlerai plus tard ». C'était tout. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de l'erreur, pas de manifestation de honte. Juste une phrase vide, tiède, lâche qui, loin d'apaiser ma colère, l'a transformée en une détermination plus concrète, plus froide, plus structurée. Ce qui est venu ensuite a été encore plus révélateur. Mon avocat, qui avait déjà commencé à enquêter sur les antécédents de l'affaire au cas où une plainte formelle pour diffamation serait déposée, a trouvé quelque chose qui a ouvert un nouveau front, des incohérences dans les documents médicaux que Mariana et Luisa avaient présentés comme justificatifs de leur version. Des dates modifiées, des noms de médecins inexistants, des formats qui ne correspondaient pas à ceux utilisés par la clinique où les contrôles étaient soi-disant effectués. Lorsque nous avons croisé ces informations avec la vraie clinique où le test ADN a finalement été réalisé, nous avons découvert qu'il n'y avait aucun antécédent médical de Luisa antérieur à cette procédure. Rien, pas un seul rendez-vous, pas un contrôle, pas une ordonnance. C'était comme si la grossesse avait commencé le jour du test, et pas avant. C'est alors que mon avocat, avec toute la prudence qu'exige le domaine juridique, m'a dit ce que je commençais à soupçonner depuis des semaines, tout pointait vers le fait que Luisa n'avait jamais été enceinte. Au début, j'ai résisté à le croire.
Non pas parce que je lui faisais confiance à ce moment-là, je la considérais déjà comme une fraudeuse à temps plein, mais parce que j'avais du mal à accepter que quelqu'un puisse aller aussi loin dans son mensonge, compromettant non seulement sa crédibilité mais sa santé mentale et son environnement familial, juste pour détruire une autre personne. Mais les preuves étaient là. Luisa avait falsifié des documents, avait concocté une histoire avec des dates incompatibles, et l'avait maintenue pendant des mois sans broncher, sans hésiter, sans même vaciller devant les yeux de ceux qui prétendaient l'aimer. Ce n'était pas une jeune femme confuse, c'était une manipulatrice née, une menteuse professionnelle avec un talent sinistre pour le drame. La suite était de rencontrer le juge et de présenter tout le matériel, non seulement les résultats du test ADN, mais les irrégularités dans les documents médicaux, les messages textes de Mariana chargés de sous-entendus, les témoignages de proches qui ont commencé très tard, mais qui ont finalement commencé à exprimer leurs doutes. Parmi eux, une cousine qui, bien qu'elle ne m'ait jamais confronté directement, a admis que dès le début, quelque chose ne collait pas dans l'histoire de Luisa. Elle a dit qu'elle l'avait vue à une fête récemment en train de boire du vin et de danser comme si de rien n'était, et que lorsqu'elle l'a interrogée sur la grossesse, Luisa a juste ri et dit que tout allait bien, mais qu'il préférait ne pas en parler car il y avait des mauvaises personnes qui lui voulaient du mal. Cette phrase, tellement théâtrale, tellement générique, c'est ce qui a déclenché chez elle la sonnerie d'alarme. Trop parfait pour une vraie victime, trop confortable pour quelqu'un qui était soi-disant porteur d'un traumatisme. Et ainsi, petit à petit, le château de cartes qu'elle avait construit a commencé à s'effondrer. Non pas avec un grand fracas, mais avec un craquement lent, douloureux, inévitable. L'étape la plus importante reste à venir, la confrontation directe, la réponse juridique qui remettra tout cela à sa place. Mais pour la première fois depuis des mois, je peux dormir sans avoir l'impression d'avoir un couteau dans le dos, car la vérité, bien que tardive, m'a rendu une partie de ce que Luisa et sa mère m'ont pris, ma voix, mon nom, ma dignité. Et maintenant, avec tout cela retrouvé, j'avancerai sans hésiter vers la partie que j'attends réellement, leur faire payer. Car s'ils pensaient que tout se terminerait par un résultat négatif, ils se sont gravement trompés. Ce n'est que le début. Mise à jour numéro 4, 4 mois se sont écoulés depuis que le premier mensonge a été prononcé, et dans cette dernière ligne droite, la tension accumulée, la rage contenue, et la soif de justice ont commencé à trouver un exutoire tangible. Je ne pourrais pas dire que l'atmosphère s'est calmée, car ce qui s'est réellement produit c'est une transformation du scandale. Nous sommes passés du silence gênant, des regards accusateurs, nous sommes passés des visages évasifs et des menaces voilées à une sorte de repli collectif qui ne cherche pas à réparer les dommages, mais à cacher la honte d'avoir participé à une farce aussi grotesque. La vérité, comme prévu, non seulement n'a pas apporté de réconfort immédiat, mais elle a aussi mis à découvert toutes les coutures pourries du tissu familial, exposant une série de loyautés fragiles et de trahisons subtiles qui, jusqu'à ce moment, s'étaient déguisées en prudence ou en neutralité. Peu de temps après que les résultats du test ADN ont été officialisés et que les irrégularités dans les documents médicaux de Luisa sont devenues évidentes, des rumeurs plus discrètes ont commencé à circuler, des versions alternatives qui cherchaient en quelque sorte à amortir la chute de son histoire. Certaines tantes ont commencé à dire que, peut-être que Luisa s'était trompée de personne, que, peut-être qu'elle n'était pas sûre de qui était le père, et que, j'avais été inclus par erreur au milieu de son désespoir. D'autres, avec un ton de fausse préoccupation, insinuaient que, Luisa n'est pas bien dans sa tête, et que tout ce qu'elle avait fait était le résultat d'une crise émotionnelle mal gérée. Mais pas une seule de ces personnes qui auparavant exprimaient leur indignation face à ma prétendue conduite, ne s'est arrêtée pour me présenter des excuses directes. La honte les a tous transformés en lâches. Apparemment, pour beaucoup il est plus facile d'inventer une excuse pour justifier leur erreur que d'admettre qu'ils ont failli de la manière la plus misérable possible, prendre la parole d'une fille sans preuve, et condamner sans hésitation quelqu'un qu'ils connaissaient depuis toujours. Carlos, quant à lui, a finalement réapparu, mais pas de la manière dont je m'y attendais. Il ne m'a pas cherché directement, c'est ma mère qui a intercédé, après des semaines d'insistance silencieuse de sa part, et a organisé une rencontre chez elle avec l'excuse de mettre les choses au clair. J'ai accepté d'y assister, non pas pour une réconciliation, mais parce que je voulais voir mon frère face à face et le forcer, par ma simple présence, à se confronter au mal qu'il m'avait causé. La scène a été tendue dès le début. Carlos est arrivé seul, sans Mariana, pas les hagards, et dès qu'il s'est assis dans le salon, il a baissé le regard et a commencé à parler à voix basse, presque comme s'il confessait un crime qu'il ne comprenait pas totalement lui-même. Il m'a dit que Luisa avait avoué que oui, elle avait tout inventé. Qu'il n'y avait pas eu de grossesse, pas de relation, pas de menace, rien.
que lorsqu'ils ont commencé à la presser avec la documentation médicale et la citation à comparaître, elle s'est effondrée et a admis qu'elle l'avait fait parce qu'elle me détestait. Juste comme ça, parce qu'elle me détestait depuis que je l'avais licenciée, parce que, selon elle, je lui avais gâché la vie, parce que dans son esprit, j'étais responsable du fait que sa mère et Carlos ne la traitaient pas comme la princesse intouchable qu'elle croyait mériter d'être. Carlos parlait comme un homme vaincu, mais je n'étais pas ému. Entendre que ma belle-nièce, une jeune adulte qui avait à peine atteint la majorité, était capable de maintenir un mensonge pendant des mois, d'inventer une grossesse, de falsifier des documents, et d'entraîner toute une famille au bord de l'effondrement juste par caprice vindicatif provoquait en moi une fureur tellement froide que je n'étais même pas capable de répondre par la colère. Je les regardais fixement, sans ciller, pendant qu'il continuait de répéter qu'il ne savait pas quoi dire, qu'il ne trouvait pas les mots pour réparer les dégâts, qu'il comprenait si je ne voulais plus le revoir. Et bien que tout en moi voulait lui hurler que je ne lui pardonnais pas, que je ne lui pardonnerais jamais, qu'il était un lâche de ne pas avoir exigé un test dès le début, la seule chose que j'ai réussi à articuler a été une phrase sèche, « Je ne suis pas intéressé par tes excuses, je suis intéressé à ce que l'on sache ce que tu as fait. » Après cette rencontre, Mariana m'a envoyé un message, le premier depuis que tout a commencé. Elle ne s'est pas excusée, elle n'a pas admis de culpabilité, elle n'a pas manifesté de honte. Ce qu'elle a écrit était un plaidoyer déguisé en raisonnement, je sais que tout est devenu hors de contrôle, mais Luisa est une jeune femme fragile, émotionnellement instable, qui ne comprend pas encore la portée de ses actes. Je te demande s'il te plaît de retirer la plainte, au moins par égard pour ce qui reste de cette famille. Ne fais pas ça à ton frère. Lire ces mots a provoqué en moi un sentiment tellement contradictoire que j'ai dû les relire à plusieurs reprises pour les assimiler. Elle, la femme qui pendant des mois a permis à sa fille de me diffamer, qui a encouragé son mensonge, qui a alimenté son récit sur les réseaux sociaux et dans les réunions familiales, me demandait maintenant d'être compatissant, de ne pas détruire ce qu'eux-mêmes avaient dynamité. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas senti que cela méritait une réponse. À la place, j'ai rencontré mon avocat et je lui ai demandé de procéder à la plainte pour diffamation, falsification de documents et dommages moraux. Car il ne s'agissait plus seulement de blanchir mon nom, qui avait déjà commencé à être rétabli avec la vérité judiciaire, il s'agissait maintenant de créer un précédent, à ce que Luisa, Mariana, et toute personne ayant participé activement à la construction de ce mensonge comprennent que les mots ont des conséquences, que les actes ont un poids, et que personne n'a le droit de détruire la vie d'autrui juste parce qu'il ressent de la colère, de l'envie, ou du ressentiment. Peu m'importe si la justice est lente, si le processus est lourd, ou si, au final, la sanction n'est pas exemplaire. Ce que je veux, ce que j'exige, c'est qu'il y ait une trace, qu'il y ait un document officiel qui stipule, en termes clairs, que j'ai été diffamé, que des mensonges ont été racontés sur moi, que j'ai été persécuté sans raison, et que j'ai été exclu de ma propre famille sous de faux prétextes. Je veux que Luisa, chaque fois qu'elle postulera pour un emploi, doive faire face à cette tâche. Que Mariana, chaque fois qu'elle répétera à voix basse sa version des faits, sache qu'il existe une décision de justice qui la contredit. Que Carlos, chaque fois qu'il me regardera, se souvienne qu'à cause de sa passivité, de son manque de caractère, de sa foi aveugle en un mensonge, il m'a transformé en ennemi public numéro 1. Ceci, pour moi, n'est pas une vengeance impulsive, c'est une justice méticuleuse, une réparation qui ne cherche pas à crier, mais à enregistrer, documenter, établir. Car je ne veux plus être regardé avec pitié, je veux être respecté. Et pour cela, chacun de ceux qui ont participé à ce cauchemar devra faire face aux conséquences en temps voulu, avec des preuves, avec la même froideur avec laquelle ils m'ont condamné. Car si j'ai appris quelque chose durant ces mois, c'est qu'il ne suffit pas d'être innocent, il faut se battre pour cette innocence, la défendre, et punir sans remords ceux qui tentent de la ternir. Et c'est précisément ce que je vais faire, jusqu'au bout. Mise à jour finale, 6 mois se sont écoulés depuis que la première accusation a été lancée comme une fléchette empoisonnée au cœur d'une famille brisée, et aujourd'hui, en regardant le long chemin parcouru, la tempête émotionnelle que j'ai traversée, les pertes personnelles et professionnelles, l'isolement absolu auquel j'ai été soumis par un mensonge soigneusement élaboré, je peux dire que je suis arrivé au point où la vérité a enfin non seulement été légalement reconnue, mais a aussi produit des conséquences réelles et tangibles. La justice, bien que tardive, a parlé, et elle ne l'a pas fait à voix basse, mais avec le poids implacable des preuves, des contre-interrogatoires, des rapports médico-légaux, des témoignages qui ont démantelé, un par un, chaque artifice avec lequel Luisa a tenté de me détruire. L'audience finale a eu lieu il y a quelques jours, et avec elle ce chapitre s'est refermé en apparence. Mais ne nous y trompons pas,
Les blessures laissées par ce genre de trahison ne guérissent pas avec une décision de justice ou une sentence lue à voix haute. Ce sont des blessures qui restent sous la peau, latentes, et qui ne s'apaisent que lorsque l'agresseur paie, même symboliquement, pour tous les dommages causés. L'audience a été une expérience que je n'oublierai jamais. Non pas parce qu'elle représentait le point culminant de l'histoire, mais parce que pour la première fois j'ai eu l'opportunité de voir toutes les personnes impliquées réunies dans un même lieu, obligées de faire face à la vérité sans excuse, sans échappatoire, sans la possibilité de se cacher derrière des écrans, des rumeurs, ou des silences complices. Luisa était là, accompagnée de Mariana, toutes deux vêtues d'une sobriété étudiée, feignant une composure qui n'a pas tenu le coup même durant les premières minutes de présentation des preuves. Lorsque mon avocat a présenté les documents falsifiés, les échographies qui appartenaient en réalité à différentes patientes, les dossiers médicaux aux signatures contrefaites, les certificats de grossesse émis par de supposés cliniques qui n'existent pas, il n'y avait plus de défense possible. Tout était tellement grossier, tellement grotesque, tellement évidemment construit sur une structure de tromperie que même l'avocat de la défense s'est contenté de hocher la tête et de demander la clémence, invoquant l'immaturité et le déséquilibre émotionnel de Luisa comme circonstance atténuante. C'est à ce moment-là qu'un tournant que je n'attendais pas s'est produit, car ce que j'imaginais comme une clôture technique, froide, basée uniquement sur des faits vérifiables, est devenu, pendant quelques minutes, une sorte de confession publique sous pression. Et après avoir constaté que l'accusation insistait pour demander une peine plus sévère que prévu, Luisa a fondu en larmes. Mais ce n'étaient pas des pleurs de repentir, c'étaient les pleurs de quelqu'un qui sait qu'il est acculé, découvert, exposé, sans issue de secours. Entre deux sanglots, et sans regarder personne dans la salle, elle a admis qu'elle n'avait jamais été enceinte, que nous n'avions jamais eu de relation même de loin proche, et que tout était une vengeance personnelle pour l'avoir licenciée de mon entreprise. Elle a dit qu'à partir de ce jour-là, elle s'était sentie humiliée, déclassée, incapable de se remettre émotionnellement du coup porté à son orgueil. Qu'elle avait commencé à nourrir un besoin de me faire payer, non pas avec de la violence, mais avec quelque chose de plus durable, de plus destructeur, une réputation ruinée. Elle a avoué qu'au début elle avait seulement prévu de répandre la rumeur que je lui avais fait des avances, mais en voyant comment sa mère avait réagi, comment mon frère n'avait pas résisté, comment même la famille avait commencé à construire un récit dans lequel elle était une victime sans remise en question, elle avait décidé d'aller plus loin. Créer la grossesse avait été facile, elle avait cherché des images sur Internet, falsifié des ordonnances, copié des données d'autres documents. Personne ne lui avait demandé une seule preuve, personne ne l'avait contredite. Cela l'avait enhardie, elle s'était sentie puissante. Mariana, quant à elle, est restée silencieuse pendant toute la déclaration. Elle n'a même pas essayé de défendre sa fille. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle ne l'a pas interrompu non plus. Il n'y a pas eu de « ça suffit », pas de « arrête », pas de tentative de la protéger. Elle a simplement accepté, pour la première fois de tout le processus, que la vérité vienne de la seule source qui pouvait véritablement démanteler toute la construction, la propre bouche de Luisa. Et à ce moment-là j'ai compris que ce qui leur faisait le plus mal ce n'était pas d'avoir menti, mais d'avoir perdu le contrôle du récit. Elles avaient construit une histoire, elles l'avaient alimentée pendant des mois, et maintenant elles devaient assister à l'effondrement de ce château de mensonges, non pas par la force de mes paroles, mais par la pression inévitable des faits. Le jugement a été clair, il a été établi que Luisa a commis les délits de diffamation aggravée, de falsification de documents et de dommages moraux, et il lui a été imposé une amende significative qu'elle devra payer par versements échelonnés sur les prochaines années, en plus d'une ordonnance restrictive qui lui interdit de s'approcher de moi ou de communiquer avec moi, directement ou indirectement, pendant au moins 3 ans. Il a également été ordonné que sa mère, en tant que responsable secondaire pour avoir facilité et validé les faux documents, assume une pénalité financière supplémentaire et soit inscrite au casier judiciaire comme collaboratrice passive dans la diffamation. Ce n'est pas une peine de prison, ce n'était pas ce que je recherchais, mais c'est un précédent, un document officiel, sans appel, qui valide tout ce que j'ai dit depuis le premier jour, qui me restitue, même si ce n'est que partiellement, la dignité qui m'a été enlevée par le caprice cruel d'une fille qui a joué à la victime sans se soucier de qui elle entraînait en chemin. Depuis ce jour, j'ai reçu des messages de proches qui m'avaient auparavant tourné le dos. Certains se sont excusés avec des explications vagues, disant que, ils ne savaient pas quoi penser à ce moment-là, ou que, ils avaient voulu rester en dehors de tout ça par prudence. D'autres ont opté pour le silence total, espérant que le temps effacera leur complicité. Carlos m'a écrit un long courriel plein de remords, dans lequel il me dit qu'il ne pourra jamais se pardonner de m'avoir douté, qu'il se sent comme un idiot, un traître, un frère absent. Je n'ai pas répondu.
Non pas par ressentiment, mais parce qu'il y a des blessures qui ne guérissent pas avec des mots, parce que les mois que j'ai passés dans l'ombre, à défendre ma vérité dans la solitude, ne s'inversent pas avec des excuses écrites, parce que le pardon, s'il arrive, devra se construire avec des actes, non pas avec des messages de repentir tardif. Aujourd'hui j'essaie de reconstruire ma vie. Mon entreprise, bien qu'affectée, a commencé à récupérer une partie de sa clientèle. Certaines connaissances qui, à l'époque, s'étaient éloignées, sont timidement revenues solliciter mes services. Je ne leur en veux pas, mais je n'oublie pas non plus. J'ai appris à me méfier des loyautés superficielles, des apparences, de ceux qui se proclament neutres au milieu de l'injustice. J'ai compris que dans les situations extrêmes, le silence est aussi une forme de violence, et que rester en marge lorsqu'une personne innocente est attaquée c'est tout simplement être complice de l'agresseur. Je ne sais pas si je pourrai un jour clore complètement ce chapitre. Ce que je sais, c'est que le mensonge qui m'a transformé en paria a été démantelé pièce par pièce, que la vérité, bien qu'écrasée pendant un temps, a trouvé son espace pour émerger, et que moi, loin de sombrer dans le désespoir, j'ai choisi de me battre avec intelligence, avec patience, avec stratégie. Aujourd'hui, ceux qui ont tenté de me couler ont leur histoire tachée par leurs propres actes, et moi, bien que blessé, je marche la tête haute. Car lorsque tout était contre moi, je n'ai pas demandé de compassion, j'ai seulement demandé justice. Et je l'ai obtenue.